Bonjour à tous, ceux qui suivent nos analyses en profondeur. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui risque de provoquer quelques surfroides. Ah, ça c'est garanti. Ouais, ou peut-être un rire nerveux très familier chez quiconque a déjà mis les pieds dans un bureau moderne, quoi. C'est sûr. Il suffit juste de visualiser une scène très précise. On ouvre le fameux dossier partagé de l'entreprise. Oh, le fameux dossier. Le labyrinthe. Exactement, celui avec genre 15 dossiers principaux, 14 sous-dossiers et à l'intérieur des fichiers avec des noms absolument mythiques. Du style présentation V2 des finales au Kébi, c'est ça? Et tellement. Avec les deux conventions de nommage qui se battent en duel et qui sont jamais respectées de toute façon. Et puis, tout au bout de cette arborescence, il y a ce magnifique dossier qui s'appelle Archive. Ce qui est une blague en soi. Grave. Honnêtement, c'est plus une archive à ce stade, hein. C'est une véritable fosse commune documentaire, quoi. On y jette des infos en espérant secrètement que personne viendra jamais les déterrer. C'est exactement ça. Et face à ce désastre, quelle est la décision radicale de la direction? Elle annonce qu'il est grand temps d'acheter un nouveau logiciel. Bah voyons, à la solution magique. Voilà. Donc pour comprendre cette dynamique complètement absurde, notre exploration d'aujourd'hui s'appuie sur une série d'études de cas organisationnels et aussi sur les notes internes d'une méthodologie hyper intéressante développée par le cabinet de conseil Joker Impact. Oui, des sources vraiment percutantes. La mission de notre analyse aujourd'hui, arrêter de confondre l'achat d'une licence SaaS avec de la maturité organisationnelle. Et c'est le cœur du problème. C'est une dynamique qui est fascinante à décortiquer. Et terriblement cynique d'ailleurs quand on observe un peu les mécaniciens. Cynique dans quel sens? Dès qu'une structure va mal, dès qu'il y a un manque de com, une perte d'informations cruciales ou des processus qui s'effondrent, la réponse quasi pavlovienne, c'est d'offrir à l'entreprise un abonnement premium au chaos. Un abonnement premium au chaos. L'expression est forte. Mais c'est la réalité. On achète un outil en espérant que ce soit consciemment ou non, qu'il fasse le travail de management à la place des managers. Ouais, c'est la fuite en avant. Totalement. Notre but ici, c'est de démonter cette mascarade numérique de bout en bout, de révéler la souffrance bien réelle qui se cache derrière ce grand discours super lisse de la modernisation. Et on va voir comment la méthode Joker Impact propose une chirurgie beaucoup plus brutale, mais absolument vitale, pour arrêter de poser des pansements sur des fractures ouvertes. Alors, plongeons directement dans la mécanique de cette vaste illusion. Parce que ce qui est frappant quand on contemple cette espèce de fausse commune documentaire dont on parlait, c'est de se demander par quel miracle logique on s'est mis à croire qu'un nouveau logiciel allait régler des problèmes qui sont humains et structurels en fait. Ouais, c'est fascinant. C'est devenu un réflexe contemporain frénétique. L'équipe se parle plus, pas de problème, on ouvre un nouveau canal Slack ou Teams. Bien sûr. Forme de gestion des connaissances. Les tâches débordent, tout le monde est sous l'eau. Un nouveau tableau Notion ou Asana. C'est de la pensée magique à l'état pur. C'est le terme exact. Et le terme technique pour cette pensée magique, c'est formulé avec une lucidité assez cruelle, dans nos sources d'ailleurs. C'est le fait de digitaliser l'embarras. Digitaliser l'embarras, waouh! Ouais. L'organisation fait face à un problème de structure profond. C'est un problème de colonne vertébrale, tu vois. D'accord. Mais au lieu de soigner la colonne vertébrale, on tente de masquer la scoliose avec des cosmétiques numériques. C'est très visuel comme image. Mais il faut dire les choses proprement. Une entreprise qui n'arrive pas à se coordonner n'a presque jamais un problème d'outils. Elle a un problème de fondation. Le souci, c'est qu'une fondation ou des règles de gouvernance, c'est beaucoup moins sexy à vendre et à acheter sur un catalogue, quoi. Ah, c'est clair, ça brille pas. Voilà. Un outil, par contre, ça brille, c'est super séduisant, ça promet des lendemains qui chantent avec des couleurs pastel et une interface hyper épurée. Il y a une analogie dans les documents de Joker Impact qui résume parfaitement cette absurdité. En gros, ils disent que c'est comme décider d'acheter une cuisine flambant neuve. Ah oui, excellente cette analogie. Ouais, on installe l'îlot central en marbre, les plaques à induction dernier cri, le four à vapeur connecté, alors qu'on ne sait même pas si on a l'intention de cuire des aliments, de ranger des courses ou de servir des invités. Ou si on veut juste faire croire à ses voisins qu'on sait recevoir. C'est exactement ça. On achète un contenant hors de prix pour se rassurer sur l'absence cruelle de contenu, en fait. Et le piège se referme précisément ici. Parce que le mouvement est systématiquement confondu avec le progrès. C'est-à-dire? Déployer un outil, ça donne une illusion fantastique d'action. Ça rassure immédiatement la direction qui peut cocher une case stratégique dans son bilan annuel, quoi.
Ah oui, le fameux projet de transformation digitale complété. Tout à fait. Et surtout, ça occupe énormément de monde. On crée des comités de pilotage, des réunions de déploiement, des comptes rendus, des templates, on gère des mots de passe, on nomme des référents ou des ambassadeurs de l'outil. Le grand théâtre. Voilà, c'est un théâtre organisationnel qui est très convaincant de l'extérieur. Mais ça viole la règle de base de la physique des outils numériques. Laquelle? Un outil ne remplace ni une gouvernance, ni des règles du jeu, ni un pilotage adulte. Un outil, ça ne fait qu'accélérer ce qui existe déjà. Attends, je bloque un peu sur cette idée d'accélération. Parce que, enfin, on nous vend souvent ces logiciels précisément pour restructurer le travail, non? C'est la promesse, oui. Un outil comme Notion ou un ERP complexe, ça possède des cadres, des champs obligatoires, des workflows qui sont intégrés. Pourquoi est-ce que ça suffirait pas à forcer un système dysfonctionnel à s'aligner? Je veux dire, le code informatique impose bien une certaine rigueur, non? Alors ça, c'est vraiment l'erreur d'analyse la plus courante. Le code informatique impose un format de saisie, pas une stratégie d'entreprise. Ah, c'est pas la même chose, c'est vrai. Si le système humain est clair, oui, l'outil va le fluidifier et le rendre redoutable, mais si le système de décision est fondamentalement flou, l'outil va se contenter de diffuser ce flou à une vitesse fulgurante. Ça amplifie le problème, en fait. Exactement. Au lieu d'avoir un département qui ne sait pas quoi faire, on se retrouve avec toute l'entreprise qui reçoit des notifications contradictoires à la seconde. Le chaos gagne en portée et en décibels. Ce qui amène direct à ce phénomène fascinant qui est décrit dans l'analyse, ils appellent ça l'époque de la cathédrale éphémère. Ah oui, une vraie tragédie classique. C'est une scène qui se répète partout. On lance le nouvel outil de gestion de projet. Pendant une lune de miel qui dure, on va dire, environ 9 jours, c'est l'euphorie collective. Tout le monde est à fond. Grave. Tout le monde passe des heures à créer des colonnes, à inventer des tags super complexes, à mettre en place des codes couleurs d'une subtilité infinie. On programme des automatisations pour que les petites cartes bougent toutes seules. C'est beau. Ouais, on bâtit une véritable cathédrale numérique. Et puis, le 10e jour, le silence absolu. Plus rien. Plus personne ne met rien à jour. Et on arrive à ce moment sublime et enfin totalement absurde, où le tableau de bord de la direction affiche fièrement que tous les voyants sont au vert, alors que physiquement, dans les bureaux, il est évident que le projet est en train de s'écraser contre un mur. C'est l'effondrement prévisible de l'illusion, en fait. On a ajouté une couche de complexité algorithmique sur un désordre humain qui n'avait besoin que de clarté. Ouais, Et lorsque la cathédrale s'effondre, c'est là qu'intervient l'excuse managériale ultime, la pirouette classique de la direction pour pas assumer l'échec du design organisationnel. ah, je connais le discours officiel par cœur. On entend généralement un truc du genre « La solution technique était la bonne, l'investissement était justifié, mais malheureusement, l'outil n'a pas été adopté par le terrain. C'est toujours la faute du terrain. » Voilà. Les équipes sont réfractaires au changement. En gros, c'est la faute des utilisateurs qui manquent d'ouverture d'esprit, quoi. Ce mythe de la rébellion antitechnologique, il faut le détruire une bonne fois pour toutes. L'outil n'est presque jamais rejeté par allergie à l'innovation. Ah bon? C'est quoi la vraie raison alors? Il est rejeté parce qu'il a été injecté de force dans un écosystème malade, sans jamais procéder à l'ablation des anciennes habitudes. C'est l'effet millefeuille, tu vois. Le millefeuille, on empile. Voilà, on annonce une révolution de la com interne avec une nouvelle plateforme, mais dans les faits, l'entreprise garde les emails traditionnels. Évidemment. Elle conserve les groupes WhatsApp créés à la hâte il y a 3 ans, elle maintient l'historique sur un vieux fichier Excel, et le pire, elle annule même pas la réunion de synchro d'1 heure et demie qui sert uniquement à relire ce qui est censé être déjà écrit dans l'outil Entra. C'est tellement vrai, c'est usant. On empile. Face à ce labyrinthe, le rejet par l'employé, c'est pas de la résistance au changement, c'est un simple réflexe de survie intellectuelle. Survivre dans une espèce de brocante fonctionnelle, en somme. Ces mots. Mais nos sources ne se contentent pas de pointer du doigt ce millefeuille. Elles dissèquent la situation en isolant 5 maladies de fond, des maladies très précises qui rongent ces organisations sous le vernis numérique. La première, c'est l'absence de gouvernance. Mais concrètement, parler de gouvernance pour un simple outil de chat, ça semble pas un peu disproportionné? Je veux dire, on n'élit pas un président de l'espace de travail, quoi.
On n'élit pas un président, mais on doit définir un législateur. L'absence de gouvernance, ça veut dire qu'on déploie des outils sur un territoire numérique que personne ne dirige. N'importe qui peut créer un canal, inviter 60 personnes, générer un nouveau dossier racine ou modifier la structure d'un tableau. Ouais, c'est open bar. Et en 3 mois, ce territoire, ça devient un vrai bidonville numérique où l'architecture a poussé de manière totalement anarchique. Ce qui nous relie direct à la deuxième maladie identifiée, l'absence d'arbitrage des canaux. Là encore, je pourrais faire l'avocat du diable. Vas-y. Avoir le choix entre envoyer un email, un message privé ou poster sur un canal public, c'est de la flexibilité, non? Si une urgence absolue tombe, un message sur WhatsApp est beaucoup plus rapide qu'un email formel. En quoi cette flexibilité serait une maladie organisationnelle? Parce que la flexibilité sans règles, ça engendre l'incertitude permanente. C'est-à-dire? Si tout reste ouvert en permanence pour tout type de message, plus aucune info n'est considérée comme fiable. Si le contrat final peut se trouver en pièce jointe d'un email, dans le canal Slack du projet ou sur le serveur interne, la source de vérité a disparu. Ah oui, c'est le fameux mais je te l'ai envoyé ». Bah non, sur quoi? Exactement. Cette absence d'arbitrage détruit la confiance. Le cerveau humain déteste l'incertitude. S'il doit chercher au hasard dans 3 applications différentes pour trouver une simple date de livraison, il s'épuise. D'où la troisième maladie, l'absence de routine. On achète l'outil, mais on n'impose aucune discipline collective d'utilisation. C'est le syndrome de l'abonnement à la salle de sport. Payer ne fait pas maigrir. C'est une excellente métaphore. Avoir un outil, ça ne structure pas l'info si on ne définit pas quand il doit être mis à jour, par qui et pour quelle échéance. Et ça s'articule immédiatement avec la 4e maladie, l'absence de sens. Ouais, ça c'est super logique. Si je ne sais pas pourquoi je remplis un formulaire en ligne, à part pour nourrir une espèce de machine sans visage, bah je finis par arrêter de le faire, ou je le fais très mal. Exactement. On demande aux équipes de saisir de la donnée, de cocher des cases, d'alimenter le monstre. Mais si ce travail administratif déclenche aucune action dans le monde réel, Ouais. si les données ne servent pas à régler des problèmes concrets sur le terrain, l'employé perçoit l'outil comme une taxe sur son temps, pas comme une aide. Et enfin, la 5e maladie, que les sources décrivent carrément comme la plus toxique, l'idolâtrie technologique. C'est cette espèce de croyance mystique qu'un simple bout de code va subitement apprendre à une entreprise à dire non, à clarifier les rôles de ses directeurs, à choisir ses priorités stratégiques. Et à civiliser le comportement de ses collaborateurs. Mais le logiciel ne fera jamais ça. Il se contente de figer dans le marbre numérique les névroses de l'entreprise. C'est tout. Et là, je pense que c'est le moment de se pencher sur les conséquences réelles de tout ça. Parce que derrière la théorie des processus et de la gouvernance, il y a des êtres humains derrière les claviers, quoi. C'est ça l'enjeu principal. L'empilement de ces outils sans arbitrage, ça crée un environnement de travail qui est littéralement toxique. Le coût humain est effarant quand on y pense. Les sources utilisent un terme qui fait mouche. L'employé lambda ne fait plus son métier d'origine. Il est devenu un archéologue de l'information. C'est triste, mais c'est tellement vrai. Il passe des heures chaque semaine à faire des fouilles numériques. Il fait de la double ou de la triple saisie pour satisfaire des systèmes qui sont incapables de communiquer entre eux. Il participe à une absurde chasse au trésor facturée en licence logicielle hors de prix. Et ce coût de la friction, il est invisible dans les bilans comptables. Mais la destruction de valeur est colossale. L'épuisement silencieux, quoi. C'est ça. La micro-irritation permanente. Ça génère ce qu'on appelle la souffrance polie. Les gens continuent de sourire en réunion, ils hochent la tête, mais à l'intérieur, le cynisme vis-à-vis de l'entreprise, il atteint des sommets. Et le clou du spectacle, le moment de pure hypocrisie managériale, survient pendant les évals annuels. Avec cette phrase qui tombe comme un coup près. Il y a un manque de rigueur dans l'équipe. Ah, la fameuse phrase. C'est une escroquerie intellectuelle qu'il faut dénoncer fermement. La direction construit une architecture de l'info totalement incohérente. Un labyrinthe bourré de cul-de-sac. Et elle demande ensuite à des individus de compenser ce déficit de design organisationnel par leur seule discipline personnelle. Ouais, c'est fort de café, hein. Ce n'est pas faire preuve de professionnalisme. L'entreprise exige que ses employés portent physiquement et mentalement le chaos du système sur leurs propres épaules. À la longue, même les pros les plus dévoués et les plus rigoureux, ils finissent par craquer sous le poids de l'incohérence. Le constat est lourd. Franchement, accablant même. Du coup, on fait quoi là? Comment on arrête l'hémorragie financière et humaine? Comment on passe de la pose de pansements cosmétiques à la vraie chirurgie organisationnelle? C'est là que la méthode Joker Impact entre en scène. Ouais, et ce qui frappe d'emblée dans cette approche, c'est la reconnexion brutale au terrain réel. Il est formellement interdit de commencer par regarder la démo rutilante du vendeur de logiciels. Surtout pas. On éteint les écrans et on pose les questions qui fâchent. Qui décide vraiment?
Où l'info se perd-elle concrètement? À quel endroit les équipes sont-elles obligées de bricoler pour compenser les failles du processus? C'est la seule porte d'entrée qui soit intellectuellement honnête en fait. La méthodologie Joker Impact déploie alors un protocole chirurgical très précis. La première étape, c'est de cartographier le circuit réel de l'information. Mais concrètement, comment on cartographie ça? On va pas chronométrer chaque clic de chaque employé, si? Non, bien sûr que non. Ça passe par des entretiens sans filtre. On cherche à comprendre d'où part la vraie donnée et où elle s'arrête. Pas le circuit fantasmé et propre qu'on voit sur les présentations PowerPoint du CODIR. Bah non, la réalité, quoi. La réalité boueuse du terrain. Et souvent, le diagnostic, c'est une immense gifle pour l'organisation. On découvre que ce qu'on croyait être un écosystème d'outils interconnectés n'est en fait qu'une vaste collection de, et là j'adore l'expression, béquilles émotionnelles. Ce terme, béquille émotionnelle, il est d'une justesse terrifiante. Genre, on maintient un fichier Excel obsolète juste parce qu'il rassure un manager qui a peur de perdre le contrôle, pas parce qu'il sert à l'entreprise. C'est exactement ça. Et une fois ce nettoyage psychologique entamé, c'est quoi l'étape suivante? La deuxième étape, ça consiste à distinguer drastiquement les usages. Ok, Une plateforme de messagerie instantanée, ça sert à la communication asynchrone rapide. C'est pas une salle de réunion formelle, c'est pas une cave d'archives pour stocker des contrats légaux, c'est pas un substitut au management humain. Et c'est certainement pas un journal intime pour étaler les états d'âme du service, tu vois. ouais, il faut sanctuariser les espaces. Absolument. Et ensuite vient la troisième étape. Imposer la source de vérité unique. Ah, c'est souvent là que les guerres de religion éclatent dans les boîtes, ça. Ah oui, ça saigne. Comment on tranche quand le département com jure par un logiciel visuel de gestion de tâches, pendant que la compta ne respire qu'à travers un bon vieil Excel des familles? Comment on force la convergence? Eh bien, on force pas nécessairement la convergence d'outils. On force la désignation d'une primauté de l'information. Concrètement, ça donne quoi? Pour une donnée précise, mettons le budget alloué à un projet, l'entreprise doit déclarer quel outil fait loi. Si le budget est dans Notion et qu'il y a un budget différent dans Excel, on décide arbitrairement et de manière transparente que seul Notion détient la vérité et que l'autre chiffre n'existe pas. Carrément. Oui, juste, si on refuse de trancher, on fabrique des débats sans fin où les départements passent des heures en réunion à comparer la réalité de leurs écrans respectifs. C'est stérile. Et ça nous mène à la quatrième étape qui demande un courage managérial vraiment rare aujourd'hui. Le courage de la suppression. Exact. C'est l'étape la plus subversive de toute la méthode. Il faut avoir l'audace d'appuyer sur le bouton « Supprimer ». Fermer des canaux de discussion redondants, effacer purement et simplement des tableaux de bord qui servent plus, interdire formellement les fichiers de suivi parallèles, tuer les reportings qui tournent à vide. Ça fait peur à beaucoup de gens. Mais l'objectif est limpide. Moins d'outils, moins de bruit, plus de cohérence. C'est presque devenu un acte de rébellion aujourd'hui de dire « on va faire notre travail avec moins de logiciels ». Totalement. Et pour guider cet élagage massif, Joker Impact propose un outil d'évaluation impitoyable. C'est le fameux test du meuble. Ah, ce test est génial. La grille est d'une simplicité redoutable. Pour chaque logiciel utilisé, il faut identifier 5 éléments. L'outil, l'usage, le responsable, la fréquence de mise à jour et surtout, la décision alimentée. C'est ça. La dernière colonne de cette grille, c'est le juge de paix. Ouais, Si on prend un outil de sous-vide prod classique. Usage, visualiser les retards de livraison. Responsable, le directeur des opérations. Fréquence, mise à jour quotidienne. Décision, alimenter, réaffecter les effectifs lors de la réunion de crise de 10 heures. donc là, le flux est tendu. La donnée sert à agir sur le monde réel. Le système est sain. L'outil justifie son existence. Tout à fait. Mais appliquons la même grille à l'intranet ou au wiki interne, ce qui est un cas d'école. Oula oui. Usage, centraliser la connaissance. Responsable, tous les collaborateurs. Ce qui revient à dire absolument personne, on est d'accord? Bien sûr. Fréquence de mise à jour, quand quelqu'un a 5 minutes à perdre. Jamais quoi. Décision alimentée par ce wiki. Aucune. On consultera l'info un jour, peut-être si on s'en souvient. Le verdict du test est sans appel. Si la case décision alimentée est vide ou qu'elle relève du vague espoir, la conclusion s'impose. L'entreprise n'a pas déployé un outil de travail, elle a simplement adopté un meuble. Exactement. Un magnifique meuble numérique en noyer verni, super cher, super encombrant et qui sert juste à prendre la poussière digitale. Cette approche, elle balaye les faux semblants et redonne un pouvoir d'action immédiat aux équipes en chassant l'inutile. Comme dit Sophia, la consultante stratégique de Joker Impact, certaines cartes changent une partie, d'autres changent un destin. C'est bien dit.
L'enjeu, c'est plus de jouer une partie d'échecs stérile avec des interfaces, c'est de changer le destin opérationnel de la structure. La métaphore est parfaite pour synthétiser l'analyse de nos sources. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un outil n'est pas un cap stratégique. C'est pas un système de gouvernance et c'est certainement pas un acte de management. Non. Sans une direction humaine courageuse et claire pour en définir les limites, un outil d'entreprise n'est rien de plus qu'un bel aquarium. On s'assoit devant, on observe béatement les petites taches, les étiquettes de couleurs et les notifs nager d'un bout à l'autre de l'écran. C'est très reposant. C'est hypnotique. C'est très reposant pour l'œil du directeur de projet, mais c'est fondamentalement inutile pour la marche de l'entreprise. C'est clair. Le vrai luxe, aujourd'hui, la marque ultime de la maturité pour une orga, c'est pas d'accumuler une multitude d'outils interconnectés à grands frais. Le luxe absolu, c'est d'établir un cadre si solide, si bien pensé en amont, qu'il tient debout tout seul, sans forcer chaque salarié à se transformer tous les jours en développeur improvisé ou en urgentiste du désordre numérique. Ouais, le message central a le mérite d'être limpide et d'exiger une remise en question profonde. Je pense qu'il est grand temps d'observer le quotidien au bureau avec de nouvelles lunettes pour ceux qui nous écoutent. Vraiment. De regarder les écrans et l'empilement des notifications, non plus comme une espèce de fatalité moderne, mais comme une anomalie à corriger. La prochaine fois qu'une présentation vante les mérites de l'appli Miracle censée révolutionner le travail de toute la division, faudra trouver le courage de poser les questions qui dérangent. Et de dire non. Oui. Réclamer moins d'outils pour imposer plus de règles claires. Exiger moins de bruit sonore et visuel en échange d'une véritable cohérence dans la prise de décision. Faut arrêter la mascarade et cesser de confondre l'achat de matériel avec l'évolution de la pensée managériale. D'ailleurs, pour clore cette réflexion, les sources laissent échapper une pensée finale qui est particulièrement piquante et qui agit un peu comme un révélateur photographique. Ah oui, je vois laquelle. Si on admet enfin la règle d'or selon laquelle un outil ne fait qu'amplifier la réalité préexistante d'un système, alors le chaos indescriptible des tableaux de bord, les conflits de versions dans les dossiers partagés ou le désordre anxiogène des messageries internes, ce ne sont absolument pas des problèmes informatiques. Non. C'est le portrait craché, fidèlement traduit en pixels et en alertes d'urgence de l'état psychologique profond et du courage politique réel de la direction de l'entreprise. Boum! Une vérité bien brutale à méditer très sérieusement la prochaine fois qu'une procédure absurde imposera, avec le sourire, de remplir le même tableau de suivi pour la 3e fois de la semaine. La mascarade de l'outil pansement a assez duré. Merci d'avoir suivi cette exploration des tréfonds organisationnels et à très bientôt pour une nouvelle plongée analytique.